Alors bien présenté, aussi bien présenté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à la CCI de m'avoir invité. Nous étions en fait en 2006. Il y a un opérateur téléphonique qui nous appelle et qui nous demande de les assister dans le développement d'un nouveau produit que vous voyez à l'écran, en fait, qui est une box couplée un écran couplé à une box relié à Internet. L'idée était de faire une sorte de successeur du Minitel. Et donc on commence la mission de conseil, on les rencontre, mais rapidement je m'aperçois qu'il y a au moins 4 questions qui posent problème. Alors je les écoute ne serait-ce que pour les respecter. Et au bout d'un moment, je vois le responsable et je lui dis voilà, est-ce que je peux vous parler moi, il y a 5 questions qui me posent problème dans votre projet. Alors il me dit ok. Je lui dis premier questionnement, c'est dans votre équipe, 5 ou 6 personnes, le plus âgé a 28 ans. Le deuxième question que je pose, c'est aucune étude de marché n'est faite sur les seniors. En fait, aucun senior n'est interviewé pour développer ce produit en question. C'est des jeunes qui imaginent ce que c'est d'être senior en fonction de ce qu'ils ont vécu, leurs grands-parents, leurs parents, etc. Et donc, la troisième question, c'est qu'on voit que le logiciel n'est pas adapté aux seniors. Et donc là, il commençait déjà un peu à pâlir. Et je lui ai dit, en quatrième, je lui ai dit, voilà, la communication que vous voulez mettre en place, d'ailleurs, que vous avez mis en place, qu'ils ont mis en place d'ailleurs, vous communiquez uniquement sur les domaines techniques du produit, la RAM, la rapidité, l'ordinateur, etc., la taille de l'écran, et pas sur les bénéfices qui sont menés, qui sont proposés, comme par exemple rester en contact avec la famille, les petits-enfants, etc. Et le dernier point qu'il a le moins accepté, c'est quand je lui ai dit, voilà, il voulait en vendre de 30 000 et 80 000 la première année, et moi je lui ai dit que ce chiffre-là, il est un peu élevé. Voilà, bon, bref, il m'a raccompagné dans le hall. Et le lendemain, en ouvrant l'ordinateur, je tombe sur un email. Voilà, bonjour Monsieur Serrière, nous allons arrêter la mission de conseil avec vous. Nous allons vous payer jusqu'au bout. Donc j'adore être payé, moi, pour faire des missions de conseil que je ne fais pas. J'adore. S'il y a des volontaires ici, j'accepte. Et en fait, j'avais appuyé là où ça faisait mal. Et en redescendant, il m'avait dit, j'espère qu'on va en vendre au moins 30 000 pour ma carrière, c'est important. Est-ce que vous savez combien ils ont vendu? 132. 132 pour un groupe téléphonique, voilà. Ça résume bien en fait, encore maintenant, pas mal d'échecs qu'il y a sur la silver economy et pas mal d'échecs d'ailleurs qui peuvent être évités. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Alors donc j'ai cherché pendant 10 ans un chiffre sur pourquoi il faut s'intéresser aux seniors, et ce chiffre-là était paru il y a 2 mois, au mois d'avril. Vous avez McKinsey, qui est un gros cabinet de conseil international, qui a publié une étude sur la hausse de consommation que nous allons connaître dans les prochaines années, et au niveau mondial, d'ici à 2030. Et l'étude a plusieurs constats. Premier constat, c'est que la hausse de consommation qu'on va connaître d'ici à 2030 va être réalisée par les gens qui habitent en ville, donc c'est une consommation urbaine. Mais surtout, un autre enseignement pour nous, c'est que la hausse de consommation, on le voit sur ce qui est encadré, c'est que 60% de la hausse de consommation qu'on va connaître d'ici à 2030, d'après McKinsey, va être générée par les gens qui ont 60 ans et plus. C'est en fait les retraités vont générer 60% de la hausse de consommation d'ici à 2030, en plus de la consommation importante qu'ils ont à l'heure actuelle. Alors quand on dit, bien sûr c'est un décalage, c'est des gens qui ont 55 ans, 60 ou 50 ans et qui vont vieillir. Ce qu'on regarde quand même ici, c'est que vous avez, si ça marche, c'est que vous avez 2 générations qui sont identifiées. Vous avez les jeunes seniors, 60-74 ans, ici, et vous avez les plus âgés. La hausse de consommation principale va être générée par les jeunes seniors qui sont dynamiques, actifs, pas de problème de santé, entre guillemets, et 24% va être générée par les plus âgés. Vous voyez ce qui se passe au Japon, le pays le plus vieux du monde, 15 ans d'avance démographique sur nous environ. La croissance sur la consommation va être générée sur les plus âgés. Donc là, c'est plutôt des produits de dépendance, maintien à domicile, etc. Alors qu'en France, ça va être un petit peu équilibré, on va le voir. Donc, 60%, c'est plus de la moitié, ça commence à faire un chiffre assez important, et voilà pourquoi il y a de plus en plus d'entreprises et d'acteurs, en fait, qui s'intéressent à ce chiffre en question. Par contre,
il y en a pas mal qui sont dans l'avion. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui reste compliqué. Donc en fait, quand on dit compliqué, généralement, c'est... on va prendre un exemple. Généralement, quand on dit compliqué dans les conférences, on s'arrête à c'est compliqué parce que c'est une cible hétérogène, c'est compliqué parce que on ne sait pas comment les atteindre au niveau de la vente, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas dans la communication dire que c'est pour vous les seniors, sachant qu'en fait ils ne veulent pas être appelés seniors. Bon, ça c'est compliqué. Mais la vraie complexité, pour moi, elle n'est pas là, elle est dans les facteurs explicatifs d'un succès. Je prends un exemple, il y a pas mal d'entreprises en 2007 qui se sont créées sur le marché des seniors avec des produits technologiques spécifiques, dans la téléassistance, l'ordinateur simple utilisation, les mobiles simple utilisation. Donc ils ont développé des produits en France et spécifiques, uniques. Le produit répondait bien, par exemple le Miniphone est à Lyon, qui est une téléassistance sur une montre. Les produits répondent à un besoin, les produits ont été fabriqués au début, pas de problème, donc ils ont fabriqué 10 000, 20 000 au début en Chine, en sous-traitant en Chine. Et maintenant, ils ont un problème, c'est que les producteurs chinois ne veulent plus fabriquer des produits uniques à uniquement 10 000 exemplaires, ils en demandent minimum 80 000, voire 100 000 unités. Ça, c'est une des difficultés des produits qui sont trop segmentants et produits à petite échelle, répond à un besoin, produit qui fonctionne, mais pas de production, pas de producteurs, pas de sous-traitants pour les fabriquer. Et toute cette vague de produits qui ont été en 2007 et qui ont été spécifiques vont s'arrêter sur ces prochaines années, une fois qu'ils auront écoulé le stock qui vont se développer. Donc la vraie difficulté pour moi, elle est là, mais on aura le temps d'en parler. Donc, 3 points que je voulais aborder rapidement pendant 1 heure. Qui sont les seniors? Juste pour expliquer un petit peu la vision. Il y en a plusieurs visions, donc je vais expliquer moi telles que je les vois. Après, des exemples de stratégie d'entreprise, comment font les entreprises pour y aller. Et ces facteurs de cohérence, je pense qu'on aura le temps de les parcourir. Qui je suis, conseiller en stratégie, donc on a un truc intéressant, on a Age Économique et un think tank pour les DG-PDG qu'on fait dans plusieurs pays, puis on est investisseur avec un groupe allemand, enfin un groupe de fonds, un fonds d'investissement allemand, et on a investi dans une vingtaine d'entreprises sur le vieillissement démographique et la santé. Qui sont les seniors? Alors les seniors, généralement, je dis, c'est les plus de 47 ans. L'année prochaine, ce sera les plus de 48 ans, à peu près plus de 49 ans. Vous voyez, vous avez compris, j'ai 46 ans. Plus sérieusement, pour moi, c'est les plus de 60 ans. Mais la principale erreur qui est faite sur le marché, c'est de dire, elle est résumée ici. Donc, ici, vous avez des billes de taille identique, couleur identique, design identique. Et en fait, la réalité, beaucoup pensent, voilà, il y a 15 millions de retraités, ou même il y a les autonomes, il y a les fragilisés, puis il y a les dépendants. Et les fragilisés, ça représente 4,5 millions de personnes, c'est un marché qui est gigantesque, moi je vais en prendre 1%, 2%, 3%. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, le marché, il est là, en fait. C'est que c'est un marché qui est ultra hétérogène, et même 2 jumeaux, en fait, ne consomment plus pareil. Alors, une personne de 60 ans, une personne de 80 ans, effectivement, il y a des comportements très différents, mais même 2 jumeaux consomment de manière différente. En résumé, en France, il y a 16 millions de personnes de plus de 60 ans, parce qu'il faudrait intégrer les expatriés. Il y a 1,3 million de personnes dépendantes. Alors, ce qui est important ici, j'aime bien remettre un petit peu les pendules à l'heure et puis les pieds sur terre à tout le monde, c'est qu'en 99, quand j'ai commencé sur les seniors, on parlait de combien de personnes dépendantes? 1,3 million. Aujourd'hui, on parle de 1,3 million de personnes dépendantes. Et en 2020, on va parler de 1,3 million de personnes dépendantes. Curieux, hein, pour un marché qui progresse. On va expliquer après. Après, vous avez 4,5 millions de personnes dites fragilisées. Fragilisées, c'est soit isolé, soit un problème de santé, soit une maison un peu insalubre, je résume, hein, et qui peut faire basculer la personne dite fragilisée en dépendance, qui est un problème pour elle, un problème pour la famille, puis un coût pour la Sécu, enfin pour la société, puis pour les conseils départementaux qui versent l'APA. Et ensuite, vous avez, et après, il faut rappeler que la pension des retraités, c'est quand même 1 300 € en moyenne brute. Et c'est un montant, je ne vais pas vous faire tous peur, mais c'est un montant qui va baisser, avec les réformes des retraites, qui va baisser
relativement important. Nous, quand on fait une étude de marché, on prévoit une baisse de 10% du pouvoir d'achat des retraités d'ici à 2020, juste pour vous expliquer un petit peu comment on voit le problème. Donc, il y a les âges horizontalement, verticalement, un niveau de santé, mais ce qu'il faut retenir, c'est 1,3 million de personnes dépendantes, 4,5 millions de personnes dites fragilisées. Ça laisse quand même pratiquement d'un ou deux parents âgés, et ça c'est un vrai boulot, on en reparlera plus tard. Vous voyez, donc en fait, il peut y avoir des produits faits pour les seniors, il peut y avoir des produits pour les aidants, puis après on verra, il y aura des produits pour tous qui pourront être adaptés aux seniors. La pyramide des âges, que je pense que beaucoup dans les conférences ont quand même oublié. Donc ça c'est la pyramide des âges de 2015. La 2016, je suis pas arrivé à la trouver, elle n'est peut-être pas encore sortie. Donc vous avez, on note quoi? On note qu'effectivement, bon, ça reste plus ou moins une pyramide, hein, on peut imaginer une pyramide. On voit quand même une marche d'escalier ici, c'est Cohn-Bendit ici, hein, c'est la génération baby boomer, ceux qui sont nés après 1946. Qui sont très nombreux, donc beaucoup s'intéressent à cette marge d'escalier qui va monter, d'accord. Je vous ai calé ici l'âge moyen de la dépendance, environ vers 83 ans, l'âge moyen d'une personne en bonne santé, 64 ans, à prendre avec des pincettes, parce que quand on interroge les seniors, il y a une étude, Corian fait une étude où on voit que les seniors s'estiment en bonne santé, mais effectivement parce qu'ils estiment que le diabète, le cholestérol, enfin toutes ces maladies dites chroniques ne sont pas liées au vieillissement. Le senior ne répond pas comme ça en vieillissement, donc il dit j'ai pas Alzheimer, j'ai pas un cancer, donc je suis en bonne santé. Je résume, c'est un peu ça l'idée. N'empêche qu'au-delà de 65 ans, on commence à avoir des problèmes importants de santé. Alors, ceux qui me suivent me disent pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a 1,3 million de personnes dépendantes en 2007, 1,3 million de personnes dépendantes maintenant et 1,3 en 2020. Ben, en fait, on le voit sur la pyramide ici. Regardez ici. Ici, ça présente ici 1,3 million de personnes dépendantes. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a pratiquement un mur, en fait, vertical, où le nombre de personnes, et pendant quelques années, à âge équivalent, sera identique, ne va pas croître. La grosse hausse, elle est ici, à partir de cette année-là. Les gens qui sont ici, en moyenne, ils sont dépendants dans 10 ans. Cohn-Bendit, je ne souhaite pas que Cohn-Bendit soit dépendant, mais s'il rentre en dépendance, ça sera en moyenne dans 10 ans. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça me fait dire que le nombre de personnes dépendantes est stable pour l'instant. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché, on peut faire beaucoup de marchés, mais juste remettre des pendules à l'heure. Donc vous avez marge d'escalier ici, le mini baby boom qu'on ne voit pratiquement pas ici. La pyramide des âges change en fonction des pays, en fonction de la guerre, en fonction des politiques natalistes, en fonction de l'immigration qu'il y a eu. Si vous regardez la pyramide des âges des USA, vous verrez que l'immigration hispanique a comblé complètement la pyramide. La pyramide des Américains est une pyramide qui reste en forme de pyramide. Ce qu'on peut voir également sur ce schéma-là, c'est qu'il y a 3 sujets. Il y a le sujet de la silver economy, qui est plutôt les produits. En France, on l'a quand même calé, à mon avis, c'est triste, mais on l'a quand même calé sur le grand âge, les personnes dépendantes ou personnes fragilisées. Après, il y a le marché des seniors, qui est la consommation globale des plus de 60 ans. Et ensuite, il y a le vieillissement démographique, le global aging, comme on dit en anglais, qui est quel est l'impact du vieillissement démographique. Et là, on peut en voir un premier, et on s'en imagine en 10 ans, ça va donner quoi? Un rectangle vertical qui sera plus allongé verticalement, donc des gens plus nombreux verticalement. Mais on peut noter que chaque génération aura une taille à peu près équivalente, vous voyez, dans 10 ans, si vous la décalez. Donc, c'est-à-dire que des gens comme des entreprises comme Carrefour, elles ou Auchan ne vont pas forcément faire des produits pour les seniors. Par contre, ils sont confrontés à un problème important, qui est l'âge moyen de leurs clients qui se décale, et en plus, la nécessité de faire des magasins qui vont devoir s'adapter à plus de générations de taille égale. Même si les plus âgés sont plus aisés, ils vont faire peut-être plus de pouvoir d'achat, peut-être plus gros chiffre d'affaires de Carrefour, de Auchan, mais en tout cas de taille égale. Ce qui fait quid de la musique qui va passer dans les commerces, quid des discours de l'aménagement du commerce. Est-ce qu'on l'adapte aux jeunes, aux plus âgés, vous voyez? Donc là, la complexité, c'est pas de faire des commerces pour les seniors, ça va être de faire des commerces pour toutes les générations. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce slide, mais j'aurai toutes les questions après.
Donc, les seniors, c'est très hétérogène, deux jumeaux consomment plus pareil. On ne peut pas dire à Ardisson que c'est un senior, sinon à mon avis il nous met 2 claques. Donc il faut forcément segmenter. En marketing, le terme marketing c'est segmenter. Donc les premières segmentations qui sont arrivées sont dites marketing générationnel. Je pense que vous avez lu des articles, il y a plein de marketing générationnel. C'est qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, et on s'apercevait que des générations répondaient les mêmes valeurs. Et donc là on peut un petit peu rigoler, c'est-à-dire qu'en fait, chaque génération, donc on retrouve les baby boomers, nés après 46, donc ils ont 70 ans cette année. L'année prochaine, si on se revoit, j'aurais marqué 71 ans, puis 2 ans après 72 ans. C'est dynamique, ça se lève, vous voyez, on ne change pas de valeur. Voilà, toujours il y en a un qui me dit, je vais me faire des ennemis, mais il y en a un qui me dit, en vieillissant, ils vont consommer d'Amar. C'est pas évident, si d'Amar a une consommation générationnelle, les jeunes seniors ne consommeront pas forcément d'Amar, donc ça se décale. Hein. Et après, vous avez les différents âges. Donc, 3 générations, mais on peut sélectionner. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qui va se passer dans les prochaines années et ce qui se passe déjà à l'heure actuelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la Fédération française de la retraite sportive. C'est une fédération qui cartonne. Le directeur de la communication me dit « moi, j'ai rien à faire ». Ça rentre dans l'association, ça cartonne. Sauf problème, c'est qu'ils ont un problème de taille à l'heure actuelle. C'est un problème de valeur de génération. C'est en fait, c'est dirigé par des gens qui ont des valeurs de sécurité, camaraderie, complicité, voire religion. Mes parents sont dans la religion, respect de l'autorité. Bon, ça vous donne l'idée de comment j'ai été éduqué. Et les baby boomers, c'est hédonisme, liberté, individualisme. Oui, c'est différent. Donc pour vous expliquer, la Fédération française de la retraite sportive, c'est par exemple 9000 personnes uniquement dans un département comme la Savoie, c'est énorme, ça cartonne. Et en fait, ils font des treks en montagne. Moi, je suis originaire de la Savoie, donc ils font des treks, ils font 400 à 700 000 mètres de dénivelé, donc c'est des vrais sportifs, hein, il faut les suivre. Sauf qu'il y a une petite différence entre les jeunes seniors et les plus âgés. Les plus âgés, eux, en fait, ils aiment bien être entre eux. Ils font 100 mètres, ils arrêtent, ils mangent un coup, ils échangent le café, etc. Ils font 100 mètres, ils mangent un coup, ils échangent le café, etc. Le baby boomer, lui, il veut pas ça, en fait. Hein. Il arrive à 9h moins 2 au cours de yoga, et il part à 10h02 de cours de yoga, parce qu'il ne veut pas être entre vieux, par contre, il veut bénéficier du produit. Le baby boomer, les plus âgés, faisaient des concours tir à l'arc, ils tirent à l'arc, pas de problème, ils calculent les points, enfin bref, sans compter, il n'y a pas de médaille, machin, etc. Le baby boomer, il arrive, il dit ah, non, on va compter les points, l'individualisme, oui, qu'on va apparaître là, qui n'est pas l'égocentrisme. Hein. Il dit voilà, on va calculer les points, et puis il faut des médailles. Vous voyez, donc en fait là, il y a un conflit. Et alors les plus âgés disent mais bon Dieu, ils sont oh, c'est pas sympa, ils partent juste après le concours, ils ont eu leur médaille, ils partent, ils restent pas entre nous. Voilà. Et le président un jour me dit, qui est assez âgé, il me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler ce problème-là. Et je lui dis la seule solution, parce que je peux vous choquer un petit peu, être un peu direct, je lui dis la seule solution, c'est que vous démissionnez et vous passiez la main à un baby boomer. Parce que c'est les baby boomers qui vont vous remplacer et qui vont changer la vision de la retraite. Donc ça là, on le retrouve dans la vente, dans les commerces. Les plus âgés sont intéressés par des marques, par le tout compris, peut-être par les voyages de groupe, dans le tourisme. Les jeunes baby boomers, c'est le sur-mesure, le prix, encore ça va encore titiller. Vous voyez, par exemple, quand on travaille sur un mémorial comme le mémorial de Caen, en fait, les plus âgés vont vouloir visiter le mémorial de Caen. Les baby boomers, c'est tout juste s'ils ne vont pas vous demander de faire le débarquement, de faire une simulation de débarquement en soft peut-être, mais vivre l'expérience. Vous voyez, quand vous suivez des baby boomers Chamalcher et puis que le bus et le car il s'arrête devant un souk qui est un faux souk aménagé, les plus âgés descendent, le baby boomer il refuse, il dit ça c'est un faux souk, vous allez pas me faire rentrer là-dedans, je ne descends pas. Et le guide il est en panique là, il est un peu en panique. Donc c'est différence de génération, et donc c'est les baby boomers qui sont les plus nombreux qui vont en fait remplacer l'image qu'on a de la retraite. Donc ceux qui développent des produits à horizon 5 ans, 10 ans, et qu'on développe des produits que pour les seniors, attention, est-ce que les produits vont être aussi également consommés par les baby boomers, sinon en fait le produit il sera un peu morné. Donc voilà en fait qui sont les baby boomers. Ces gens-là en fait dirigent en fait, hein. Ils ont le pouvoir d'achat, les présidents généralement sont cette génération-là, les premiers ministres sont cette génération-là, voilà. C'est eux qui reprennent en main un peu le sujet, et ils vont pas cesser de mettre de côté à mon avis. Aidant aider au sujet, c'est un vrai problème, 4 millions de personnes qui sont aidantes,
Donc soit c'est la fille qui est aidante, soit c'est le conjoint qui est aidant. Il faut savoir que dans les conjoints, être aidant c'est tellement fatigant qu'une partie des aidants meurt avant l'aider, tellement que c'est usant. Donc généralement donc voilà, donc vous imaginez des types de produits. Généralement c'est une fille aussi qui a 50 ans. Donc là la fille, c'est pas celle qui décède, hein, c'est le conjoint. Mais la fille qui a 58 ans, qui elle généralement doit... Et cette relation-là, elle peut créer plein d'opportunités de produits. Mais les plus âgés ont un besoin de sécurité. La maman qui est âgée, par exemple, a un besoin de sécurité. Après, les relations entre les générations comptent, en fait. Beaucoup essayent de vendre des produits aux plus âgés en passant par les enfants qui sont baby-boomers. Donc, on dit, voilà, ils vont faire une telle assistance spécifique, et ils vont dire, voilà, je vais vendre cette telle assistance en passant par les enfants. Mais dans la salle, il y en a qui sont baby-boomers. Ici, il y en a qui ont 58 ans, 60 ans. La question, c'est est-ce que vous arrivez à imposer une telle assistance à vos parents? À mon avis, c'est quand même difficile, parce que les parents, maman va vous dire, attends, mon fils, ma fille, j'ai encore tout de ma tête, hein, on verra ça plus tard. Voilà. On s'aperçoit que la génération des baby-boomers est une génération qui est assez, entre guillemets, soumise, en fait, à ses parents qui sont très charismatiques. Donc, vendre via les enfants aux plus âgés, ça pose une difficulté qui est quand même que les enfants peuvent recommander, mais au final, dans ma fille, bon, j'ai pas besoin d'un pilier connecté, j'ai pas besoin de telle assistance, j'ai pas besoin d'une aide ménagère. Hein. Bref, il y a un frein assez important. Par contre, les baby-boomers, eux, sont sensibles à ce que leur disent leurs enfants. Oui, donc on peut cibler, on peut faire un produit, on pourrait même imaginer que Damar, par exemple, rachète une marque pour les jeunes, comme Damar en fait, c'est une marque qui est conçue, qui est quand même cataloguée quand même de... Quelqu'un qui a 60 ans, il dit, mais non, c'est maman qui a consommé Damar. Donc pour changer l'image de Damar, on pourrait très bien imaginer que Damar rachète une entreprise de vêtements pour les jeunes, et que les baby-boomers s'aperçoivent que, bah, oh là, mais c'est aussi pour les jeunes Damar. Et puis comme ils sont perméables à ce que leur disent leurs enfants, vous voyez que les baby-boomers puissent évoluer dans leurs esprits. Donc certains sont en train de travailler sur ces sujets-là. Mais à mon avis, le gros l'innovation, il est là en fait. Il y a à peu près 4-5 ans, je ne sais plus, il y a un baby-boomer qui avait 60 ans qui me dit « Moi, je fais de la boxe avec mon fils, il me tape dessus, je lui tape dessus, c'est génial. Sauf qu'il y a un seul problème, c'est que moi, en me levant du lit le matin, le lendemain matin, je m'en souviens. Et lui, il ne s'en souvient pas. Donc lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir taper sur son fils, continuer à taper sur son fils et inversement. Il ne veut pas arrêter. Ça, c'est important. On est passé de vivre le plus longtemps possible à vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Là, c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et à mon avis, les baby-boomers vont nous faire passer vivre le plus longtemps possible en bonne santé pour faire des choses, continuer des activités, découvrir. D'ailleurs, ils le disent. À table, on en parlait. C'était reprendre une activité, etc. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est taper sur son fils et être tapé par son fils. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Brainstorming, voilà, brainstorming. Ben, on peut attacher les bras du fils. On peut faire d'abord que le fils fasse taper avant par quelqu'un de son âge, comme ça après il sera déjà un peu usé. On peut mettre des bas de contention sur tout le corps pour qu'il se réveille correctement. On peut imaginer des masseurs, des masseuses la nuit. On peut imaginer des chauffants. On peut imaginer plein de choses pour qu'ils continuent leurs activités. Et on peut imaginer ça. Ça, c'est un exosquelette. C'est un des premiers exosquelettes, c'est Harvard qui sont en train de le développer. Nous, on va cofinancer, je pense, la start-up qui va le développer. C'est un des premiers exosquelettes. Il ne permet pas aux personnes handicapées de marcher. Par contre, il permet d'être plus fort et de marcher sans trop se fatiguer. C'est le premier exosquelette, bon là on le voit, mais qui peut se mettre sous les vêtements. Donc ça va apparaître assez rapidement, ne serait-ce que pour ceux qui portent des charges assez lourdes dans leur boulot, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que dans les EHPAD, certains sont dans les EHPAD ici, pour soulager le personnel, relever une personne âgée, ça peut être difficile, donc on peut équiper le personnel d'exosquelettes souples, comme on appelle ça. Donc les baby-boomers qui ont 60 ans, 65 ans, dans 10 à 15 ans, c'est eux qui auront poussé la voiture autonome encore pour continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Alors que les plus âgés, jusqu'à présent, la société ne leur a pas trop donné le choix, ils sont quand même un peu pas repliés, mais en tout cas un peu laissés, à mon sens, laissés de côté. Voilà un petit peu des pistes par rapport aux seniors. Alors maintenant, des secteurs porteurs. Et après, je parlerai aussi des secteurs porteurs. Donc là, je vous ai mis une matrice, les consultants, ils adorent les matrices, hein, c'est absolument génial. Donc en fait, là, vous avez les baby-boomers, les seniors, les grands seniors. L'idée, c'est qu'il y a l'âge ici. Et après, on avait calculé en 2013 avec des psychologues, on a fait revalider au niveau quanti, une sorte de pyramide de Maslow à notre humble niveau quand même, de qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie.
Et donc, il cite garder la santé. Dans l'ordre, ça démarre en bas. Donc, garder la vie, bien sûr, garder la santé, la sécurité financière, aimer, être indépendant, continuer ses activités, prendre plaisir et être serein. Et là, on peut démarrer. Là, on peut voir plein d'activités. Donc, la préservation de la santé, elle commence à arriver ici. Pour quelqu'un qui est un parent dépendant, il voit comment sa maman, entre guillemets, évolue. C'est des gens qui changent quand même de comportement, ils se mettent à manger correctement, à faire du sport, parce qu'ils ont lu pourquoi Alzheimer s'était développé, pourquoi l'arthrose s'était développée, donc ils disent on va quand même faire du sport, bien manger, faire de la méditation, déstresser et compagnie. Donc ici, les banques vont pouvoir faire des bilans, ou les assureurs. Il y a un assureur AXA l'autre jour qui avait fait un bilan, un courtier qui avait fait, un agent qui avait fait un bilan financier, donc ils font venir des seniors qui ont 60 ans, ils leur disent voilà tous les avoirs que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vivre dans leur vie, qu'est-ce que vous voulez acheter, où est-ce que vous voulez voyager, etc. Donc vous voulez ça, vous avez ces besoins-là, vous avez ces ressources-là, voilà ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on met comme produit financier en face pour que vous puissiez, avec ce que vous avez, faire ce que vous voulez à la retraite. Les solutions pour les aidantes, et ici j'ai marqué aidantes parce que c'est les filles, c'est les femmes. La quête de sens, le tourisme c'est la quête de sens. Les baby boomers, ils veulent la quête de sens, ils veulent faire le débarquement. Ils veulent voir la vraie vie des gens, ils veulent du sur-mesure, et en fait, quand on est un office de tourisme, c'est un peu, pas la panique, mais il faut proposer des produits, pas de groupe, parce que les baby boomers vont refuser, mais en tout cas de quête de sens. Quelle est l'histoire de Rouen, quelles sont les familles importantes à Rouen, quelle est leur histoire, manger avec elles, oui, ça a quand même changé un peu le tourisme. Les déménagements, baby boomer qui dit ma maison, elle est trop grande, en dehors des villes, je vais plutôt acheter un 2 pièces, 3 pièces en centre-ville. Ouais. Et donc, vous voyez ce que ça donne sur l'immobilier. Migration vers des villes des plus âgés qui vont lâcher leur maison trop grande pour acheter des appartements ou louer des appartements ou en résidence senior, mais le plus gros, c'est en appartement dans les villes. Donc, une compétition entre les jeunes qui vont vouloir rentrer dans les villes, acheter leur premier logement, puis les seniors qui seront aisés, qui vont aller dans les villes également. L'audition ici. La simplification pour être en contact, comme les petits-fils n'ont plus de carte postale, ne téléphonent plus leur grand-mère, donc il faut que la grand-mère soit connectée, parce que sinon, il n'y a pas de nouvelles petits-fils, donc il y a plein de solutions qui sont en train d'apparaître. L'exosquelette est ici, renforcement ou remplacement, donc soit on renforce le côté musculaire, soit en fait on développe les muscles pour que ma grand-mère puisse faire mes courses avec mon exosquelette. Et sinon, après, aussi, vous avez les EHPAD, la télémédecine. La télémédecine, c'est plus sur tout le monde. Les médicaments, c'est plus sur tout le monde. Les gérontechnologies, les technologies de maintien à domicile. On surveille la grand-mère à domicile pour savoir si tout va bien, sans avoir à se déplacer. C'est un peu ça l'idée, réduire les coûts. On en parlera après. Les services à la personne, j'en parlerai après. Beaucoup de choses à faire. Et le gros truc, c'est aussi l'aménagement du domicile. C'est aménagement de la salle de bain, pour mettre plus de sécurité, ça va démarrer sur la sécurité du logement, sécurité de la personne, aménagement de la salle de bain, des douches, les montées escaliers, changer Ici, il y a des gens qui font des audits, en fait, des diagnostics, on en parlera après. Enfin, un diagnostic sur les marches d'escalier qu'il faut supprimer, mettre une rampe, etc. Donc il y a tout le secteur de l'aménagement de domicile qui est en train de pousser. Alors maintenant, comment on fait tout ça ? Quand je suis rentré en 99 sur le marché, les prédécesseurs disaient il faut appeler un senior, vous voyez, il fallait faire le chewing-gum senior, le tourisme senior, effectivement. Donc comme ils n'aiment pas être appelés seniors, ça ne marchait pas. Et maintenant, on passe à un extrait inverse, il ne faut plus du tout les appeler. Alors on ne les appelle plus du tout, on leur communique comme ça. En fait, c'est plus compliqué que ça. Donc on avait développé une matrice. Sur l'axe horizontal, vous avez un produit générationnel à droite. Et à gauche, vous avez un produit intergénérationnel, consommé par toutes les générations. Produit intergénérationnel à droite, c'est les couches incontinence, les résidences seniors, les EHPAD, la téléassistance, ce genre de choses, des produits adaptés, par exemple l'assurance santé senior, complémentaire senior. Intergénérationnel, c'est les tables, les chaises, les téléphones, etc. Et verticalement, c'est soit on communique en disant voilà, c'est coucou, c'est pour vous les seniors. On identifie très clairement le senior, et en dessous, c'est un produit communication intergénérationnelle. C'est qu'on ne dit pas que c'est pour vous les seniors, on parle uniquement du bénéfice, sans dire pour qui c'est. Et en fait, tout est possible. En fait, ceux qui disaient qu'il ne faut pas appeler un senior, ils en font. Et ceux qui disaient qu'il ne faut pas du tout les appeler, ou il faut les appeler, ils en également faux. Ça dépend des cas. Les senioriales, en fait, c'est des résidences seniors, ça cartonne. Et pourtant, il y a le mot senior à l'intérieur. Et ça marche.
Ben oui, parce qu'en fait, quand on est en haut à droite, qu'on fait un produit très segmentant, eh ben on en vend moins. Mais comme les seigneuriales ne cherchent pas à vendre, je leur souhaite, mais pas 1 million de résidences, mais ils en construisent 5, 10 par an, ça leur suffit. Vous voyez, ça leur suffit on peut très bien faire un commerce, une senior boutique à Rouen, pour peu que ceux qui acceptent d'être appelés seniors nous suffisent au niveau du marché. Par contre, quand on veut vendre plus de produits, il n'y a pas intérêt de segmenter trop senior. Par exemple, les produits OXO, je ne sais pas si ça se connaît, c'est des ustensiles simples d'utilisation pour faire la cuisine. C'était développé par un Américain dont la femme avait de l'arthrite, et il a vu la difficulté de faire la cuisine quand on a de l'arthrite. Donc il avait développé une série de produits très spécifiques seniors, pour des produits qui sont plus larges. Et Actimel, vous voyez, c'est un produit pour toutes les générations, mais la communication a été faite de manière générationnelle. Il y a eu des publicités pour les femmes avec enfants en bas âge, pour les familles, mais aussi pour les seniors. Donc oui, on peut faire un petit peu, je vais donner des exemples, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, ce qui progresse à l'heure actuelle, donc, l'habitat, en règle générale, j'aurais dû l'appeler à l'habitat en général. Les EHPAD, bon, ils sont construits pratiquement plus en France, mais il y a beaucoup de thématiques, notamment, on parlera de gestion des coûts, de réduction des coûts. Ce qui est en plein boom à l'heure actuelle, c'est les résidences seniors. Dans toutes les villes, il y a des projets, par exemple. Donc, c'est des résidences pour des gens qui sont autonomes, plutôt 70 ans, et qui vont prendre un logement plutôt en location, parce que leur maison est dure à entretenir, ou ils n'ont plus envie, etc. Et après, vous avez des promoteurs immobiliers qui vont créer de l'habitat intergénérationnel où vous aurez quelques logements seulement qui seront adaptés aux seniors. Par exemple, dans l'hôtellerie, par exemple, construire à l'heure actuelle un hôtel qui n'est pas adapté aux seniors, oui, c'est un peu la catastrophe. Donc, l'américain Choice, en fait, qui est le concurrent d'Accor, adapte progressivement toutes les chambres, progressivement au fur et à mesure du vieillissement, quelques-unes de ces chambres aux seniors en fonction. Et quand vous rentrez dans une chambre, vous ne voyez pas du tout que c'est pour les seniors, le lit est plus haut, le chauffage est réglable, l'horloge on voit très clairement sur l'horloge, bon, bref, il y a des services, mais on ne voit pas du tout que c'est pour les seniors. Donc tout ce qui est habitat va être... Et puis le gros de l'habitat, c'est l'adaptation des logements. 75% des logements ne sont pas adaptés aux seniors, à une personne âgée plutôt. Je ne dis pas qu'il faut tout adapter, mais il y aura une partie des logements à adapter, ne serait-ce que tout le monde ne pourra pas aller en EHPAD, ou puis les gens veulent rester chez eux. Donc en fait, il va y avoir l'adaptation du logement. Comme par exemple, voilà, donc Easy Shower, qui est une boîte qui est à Orléans, proche d'Orléans, qui change une baignoire en une salle de bain en une journée. Ça, c'est des PME qui cartonnent, c'est des entreprises qui ont démarré à 1 salarié et qui maintenant sont à peu près 25 salariés. D'autres produits qui sont donc STI Plastique, fabricant de piluliers, 80% du marché. Pourquoi ça cartonne STI Plastique, donc d'une part parce qu'ils ont un gros distributeur qui distribue en pharmacie, ça c'est un produit. Autre chose, c'est que l'équipe qui dirige est absolument géniale. Jérôme qui dirige STI, c'est top, vraiment quelqu'un de génial. Et donc ça crée une ambiance dans la société qui est très productive. Mais surtout, ce que là je voulais venir, c'est que ils essayent de rendre le pilulier, donc pour prendre le médicament, un peu fun, un peu sexy. Donc en fait, le design joue beaucoup. Et oui, en fait, ils font carrément des pochettes, enfin, ils n'appellent pas ça pochette, je ne connais plus le terme, où on a l'impression que c'est un porte-monnaie, on n'a pas l'impression que c'est un pilulier qui est à l'intérieur. Donc l'idée, en fait, vous voyez, c'est, je pars d'un produit qui est un peu anxiogène, un peu ghetto, un peu stigmatisant, et je le rends un peu plus moderne. Et puis plus tard vont apparaître les piluliers dits connectés ou dits intelligents. Un exemple donc, qui n'est pas adapté au PME, mais la logique en fait est intéressante. Docomo, c'est le Comorange au Japon. Docomo, en fait, ils ont lancé avec Fujitsu en 2011 une marque de téléphone qui s'appelle Rakuraku, qui est une marque de téléphone simple d'utilisation. Donc le premier Rakuraku est démarré en 2001. C'est un téléphone à grosse touche et à grand écran. Et ils en est vendu à peu près 1 million entre 2000 et 2006. Mais 1 million pour une PME, c'est important. En France, il se vend environ 400 000 un téléphone simple d'utilisation par an. Mais pour un groupe comme Docomo, c'est très faible en fait. Donc c'est pas le volume que je voulais expliquer, mais c'est la logique.
Donc en 2006, ils se sont réunis, ils ont fait une étude auprès des seniors, notamment qui ne voulaient pas un racu-racu. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas un racu-racu? La réponse, c'est le racu-racu, il est stigmatisant. Donc on ne veut pas prendre un produit où, lorsque je vais le montrer à mes collègues, à mes amis, en fait, les grosses touches je vais me faire moquer. Et donc les seniors ont demandé à ce qu'on revienne en marche arrière sur le côté design du produit. Par contre, ils ont voulu des services. Alors les services, c'est quoi? C'est un système qui ralentit la voix du petit-fils quand le petit-fils parle trop vite au téléphone et que la grand-mère ne comprend pas, par exemple. C'est un système qui règle le volume sonore en fonction du brouhaha qu'il y a dans la salle. C'est des services qui sont non visibles par une personne qui voit le téléphone. Et en 2006, est apparue une gamme de téléphones à petites touches et par contre avec des services intégrés à l'intérieur. Et là, jusqu'en 2010, ils ont dépassé les 7 millions de ventes. Et donc, il a fallu décloisonner, il fallait faire plutôt moderne, mais plus de services, plutôt que faire un produit qui est ghetto. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de produit ghetto. C'est-à-dire une PME qui se contente, entre guillemets, de 300 000 ventes par an, il n'y a pas de problème, ça va parfaitement. En 2010 ou 2011, ils ont fait le premier téléphone smartphone avec Fujitsu. Et donc là, c'est toute une palette de services qui est apparue sur la santé, sur la gestion des rendez-vous dans les services à la personne. Et donc, ils ont poussé un peu plus les services sur un téléphone moderne. Et comme ça, quand la grand-mère montre son téléphone, à part qu'effectivement, il y a les touches sont un peu grosses, mais le jeune ne va pas dire « oui, mais tu as un téléphone de vieux ». Non, c'est un téléphone qui est moderne. Par contre, les services sont très adaptés. Et là, en fait, mon associé qui est au Japon, un de mes associés qui sont au Japon, travaille sur la 4e génération. Et là, effectivement, on va faire beaucoup plus de services. Et l'idée, c'est carrément d'ouvrir le téléphone à d'autres générations autres que seniors, en fait. Donc l'idée, c'est donc par 2001 des téléphones très seniors. Et maintenant, l'idée, c'est de faire un téléphone cœur de cible senior, mais également utilisable par d'autres générations. Quand Orange a essayé d'intégrer ce téléphone-là sans les services, mais uniquement le téléphone simple d'utilisation en France, ça ne marche pas. Ça ne marche pas s'il n'y a pas de service autour. C'est les services qui font que ça fonctionne. Les services à la personne. Alors, les services à la personne, j'ai pris quelques notes, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans les services à la personne. Un service que je connais bien, parce que moi je connais bien Fabrice Provin qui avait créé l'Azure Service il y a déjà une quinzaine d'années, ou 20 ans plutôt, qui est le premier service, qui était la première réseau de services à la personne historique en France. On a je trouve qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a rationaliser les tâches, en fait, enfin baisser les coûts. Donc rationaliser les tâches, donc ça, la plupart d'entre vous le font. Avec Fabrice, on avait réfléchi il y a déjà une dizaine d'années sur la tangibilité des services. C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit qu'une personne âgée accepte de payer plus cher le changement d'une ampoule plutôt que la livraison de courses. Et quand on avait creusé ça un peu plus, c'est que la grand-mère, elle estimait, ou le grand-père estimait que changer une ampoule, c'était très important. Et elle avait conscience que c'était très important. Cette prise de conscience que c'est très important, c'est ce qu'on a appelé la tangibilité. Et on s'aperçoit que dans les services à la personne, ceux qui marchent le mieux sont ceux notamment qui sont dans les zones les plus aisées au niveau privé, peut-être, mais sont ceux qui ont développé les services qui sont les plus tangibles, en fait, ceux qui sont jugés la plus forte valeur ajoutée. Un service tangible, pas tangible. L'assurance santé complémentaire, c'est un sujet qui est tangible, important, dans 94% des seniors sont équipés. Par contre, moins de 15% sont équipés d'une assurance dépendance. C'est un service qui n'est pas jugé tangible, important. Ensuite, le sujet sur lequel moi je suis pour, mais après il y a les pour et les contre, c'est est-ce que les sociétés de services et les acteurs de services à la personne peuvent vendre des produits en plus des services à la personne. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu avec Luna, là, il y a 2 ans, on avait fait une étude qui est publique auprès des seniors pour savoir est-ce que les seniors acceptent qu'une société de services vende des produits en plus des services. Et alors là, les réponses sont très claires. Les plus âgés, ils veulent être rassurés. Donc ils disent, voilà, nous, il nous faut le spécialiste de quelque chose. Donc vous, service à la personne, vous ne pouvez pas nous vendre une baignoire, par exemple. Vous ne pouvez pas nous vendre une voiture. C'est trop éloigné de votre secteur d'activité. Donc, OK pour que vous nous vendiez des produits, à condition que ça reste assez proche de votre secteur d'activité. Donc, par exemple, c'est la téléassistance, ça peut être des produits de technologie, etc. Les baby-boomers qui arrivent, eux, en fait, ils sont d'accord pour que les services à la personne leur vendent plein de produits.
même qui n'ont pas forcément à voir avec le service de base. Donc oui, ça va également changer. Donc là, il y a les pour et les contre. Moi, je suis plutôt pour que les services vendent des produits, mais c'est un sujet qu'on peut voir. Après, l'enjeu que vous avez, enfin que ça, les personnes ont, c'est l'autorisation avec les zones qui seront délimitées, et puis des conseils généraux qui sont plus ou moins en faveur des entreprises de services à la personne. Si on est dans la Creuse, par exemple, ben, il n'y a pas de service privé dans la Creuse parce que c'est que associatif. Alors, des exemples dans la salle, j'ai un peu noté. Vous avez ici, il y a des gens qui font des diagnostics dans l'habitat. Donc, des éléments que je voulais vous expliquer. Effectivement, il y a un marché parce que 75% des logements ne sont pas adaptés à des personnes âgées. Quand je dis âgées, les logements sont adaptés à des seniors, mais ils ne sont pas adaptés à des personnes âgées et pas à des personnes dépendantes. Donc, il y a un enjeu de maintien à domicile parce que les gens veulent rester chez eux. Pour l'instant, on croit, mais moi je dis que c'est pas vrai tout le temps, mais on croit que maintenir quelqu'un à domicile coûtera moins cher que le mettre en institution, mais ça dépend des lieux. Une personne âgée était dans un petit village en montagne, ça coûtera très cher de faire des services très loin des villes. Les diagnostics en fait sur les personnes âgées, la difficulté que je trouve qu'il y a, c'est que les personnes âgées ne sont pas habituées à payer des diagnostics. Sauf en fait le diagnostic quand on va à un logement et puis qu'on est obligé de faire un diagnostic, je sais pas, sur du logement, sur l'énergie, mais ici la personne âgée, elle n'est pas prête à payer un diagnostic. Donc pour l'instant, les diagnostics qui existent sont des diagnostics qui sont soit financés par l'ANA ou autres, soit financés par des caisses de retraite ou d'autres acteurs. Donc la problématique, elle est là. Ensuite, des acteurs, à mon avis, vont rentrer comme les grands acteurs, comme la Poste, va rentrer peut-être dans ces secteurs d'activité. Sur l'habitat, beaucoup d'entre vous sont dans l'habitat. Pour moi, il y a deux moments importants. Moi, je schématise, et c'est plus compliqué que ça. Il y a vers l'âge de 60 ans, 65 ans, une notion de confort. En fait, le pouvoir d'achat permet, puis les enfants plus à la maison, pas mal de seniors se disent, voilà, je vais refaire la salle de bain, je vais refaire le logement, on va aménager la maison, mais par rapport à, pas de sécurité, mais par rapport à un truc de confort. Alors effectivement, dans leur tête, ils vont penser à ce que l'adaptation qu'ils vont faire va durer le plus longtemps possible. Ils vont pas faire une salle de bain avec une marge d'escalier énorme, même si elle a du confort. Donc, il y a une notion de confort à l'âge de 65 ans, et après, il y a la notion d'adaptation du logement qui est vers environ 80 ans. Mais là, c'est un marché de nécessité. C'est-à-dire, en fait, beaucoup se sont dit, voilà, on va faire la baignoire à porte, en prévision de la chute, et donc, on va en vendre des centaines de milliers parce que les gens vont s'équiper avant la chute. Et ça n'a jamais marché. On s'équipe en baignoire à porte, enfin, sinon c'est une douche à l'italienne, mais on s'équipe à ce système-là, après la chute, ou après une grande peur après la chute. Et donc le marché, il reste quand même un peu plus réduit. Donc c'est bien pour les TPE et les PME, mais le marché, il est trop petit pour les grandes entreprises. Par contre, pour moi, l'habitat, c'est un habitat évolutif qui va apparaître. Alors qu'est-ce que veut dire un habitat évolutif? Il y a une dizaine d'années, on avait travaillé avec Max, qui est un fabricant de salles de bain au Québec. Et ils ont lancé Max Imagine, qui est un bloc de douche, un peu haut de gamme, d'accord, qui est très design, et qui est vendu aux baby-boomers avec l'idée de dire, voilà les baby-boomers, vous voyez là, monsieur ou madame, vous avez une salle de bain qui est très moderne, et plus tard, voilà, il y a un catalogue d'options que vous allez pouvoir rajouter au fur et à mesure que vous allez vieillir. Donc, le produit de base, il est ultra moderne. On ne voit pas du tout que c'est pour les seniors. Par contre, vous avez un catalogue avec une barre d'appui, plus de lumière, un siège qui vient se rajouter, un truc d'hydrothérapie, genre de choses qui vient de se rajouter, un bouton pour appeler Mondial Assistance, Europe Assistance ou Filier en cas de souci. Donc l'idée, c'est de faire plutôt des trucs évolutifs, de façon à ce que les seniors achètent le produit et disent pas, non mais attendez, moi je veux pas de baignoire avec un sabot tout de suite, ça sera peut-être pour plus tard. Voilà. Je reviens au service à la personne, c'est pareil. Attention, les baby-boomers disent, quand on fait une liste de services que les baby-boomers, et on pose la question, est-ce que vous voulez ça? Les baby-boomers, ils vous cochent tout. Hein. Ah oui, ça je veux, portage de repas, je le veux, jardinage, je le veux, repassage, je le veux, etc., etc. Mais quand vous creusez, vous les voulez pour quand? Ah, peut-être un jour, si j'en ai besoin.
voyez, il faut poser la question jusqu'au bout, parce que sinon on va se dire, voilà, il y a un marché gigantesque. Donc en fait, il faut beaucoup plus creuser. Il y a des services qui veulent maintenant, puis il y a des services qui voudront plus tard. Donc il n'y a pas besoin de développer tous les services, etc. Donc dans l'habitat, c'est la sécurité, plus le confort, la communication qui va apparaître, et donc ça veut dire le chauffage, isoler le logement, faire plus de chauffage, la personne âgée devient un peu plus frileuse, donc effectivement le chauffage comment on appelle ça, c'est Écotherme, la boîte Écotherme qui vend des chauffages à domicile, enfin pas à domicile, qui vend des chauffages en direct aux seniors, c'est des secteurs qui sont en plein boom. La consommation électrique va être en plein boom. Je ne sais pas si quelqu'un d'EDF, il me semble qu'il y a des gens d'EDF ici, il y a des trucs géniaux qui vont apparaître en fait. Les compteurs intelligents que EDF est en train d'installer, j'ai vu qu'ici à Rouen, il y en a plein qui sont installés déjà. En fait, on va pouvoir mettre un logiciel sur ces compteurs en question, ou sur la consommation d'eau, et le logiciel va apprendre la vie de la personne à domicile. Et donc, en fait, par exemple, lorsqu'on va pouvoir dire que lorsque la personne ne consomme pas d'eau le matin, il y a un souci. Lorsque la personne n'a pas ouvert son frigidaire pendant une journée, 2 journées, vous voyez, il y a dénutrition. On peut estimer qu'il y a dénutrition, vous voyez. Donc l'idée, il va y avoir des systèmes qui vont apparaître. Donc certains vont dire c'est pour surveiller, donc effectivement, mais en tout cas pour apprendre la vie de la personne âgée, pour pouvoir détecter des anomalies, quelqu'un qui s'est levé, qui ne s'est pas levé, une chute, etc. Pas d'eau consommée dans la journée ou depuis une trentaine de minutes, la porte qui ne s'est pas ouverte, etc., etc. Donc il y a plein d'innovations qui sont en train d'apparaître. Il y a des entreprises chez vous ici qui sont dans le capital investissement. Alors là, en fait, j'ai plein de choses à dire. Il faut taper sur Google. Moi, j'ai écrit 2 articles. Vous tapez 7 facteurs clés pour investir sur la silver economy. Donc là, voilà comment nous on investit dans la silver economy. J'ai un petit peu détaillé. Et puis après, j'ai marqué un autre article, c'est comment exagérer son marché et entre parenthèses rouler les investisseurs. Et c'est pas mal en fait. Ça donne des pistes sur comment bien présenter son projet. À des gens comme moi, bon, moi je suis plus dupe, mais par rapport à des investisseurs. Et donc là, vous verrez, il y a aussi des petits trucs. L'aménagement des villes. Les villes vont être aménagées. Pour peu qu'on ait les moyens d'aménager les villes, vont être aménagées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand les seniors vont devenir importants, le chauffeur du bus va devoir démarrer plus doucement, va devoir attendre que les gens soient assis. Parce que pour l'instant, des fois, il démarre d'accord. L'aménagement des trottoirs vont être aménagés, les commerces vont être aménagés, enfin tout ça va être aménagé, mais aussi la vitesse de circulation. Quand les gens sont plus âgés pour traverser, les feux vont changer. Quand les seniors vont devenir importants dans une zone géographique, les villes vont mettre des transports en commun. Le transport en commun va pouvoir bouger dans les villes. Certains vont faire des parcours de santé, ça existe déjà. Il y a une boîte qui s'appelle De Novo, en fait c'est une boîte de design qui font des parcours de santé dans les villes, uniquement en peignant des objets qui existent déjà dans les villes. Enfin bref, il y a plein de choses. La question pour moi, c'est... il y a une question que je pose tout le temps, c'est qui paye, hein. Voilà. Et là, je reviens à cette cohérence-là. Un autre axe que je voulais vous partager avec vous, c'était l'importance de la réduction des coûts. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est économiste. Il m'a un peu pollué le cerveau et il me dit toujours, Frédéric, il faut proposer des produits qui réduisent les coûts. Réduire les coûts, sinon il n'y a pas d'avenir, il me dit toujours. Voilà. Donc en fait, c'est soit je fais des économies aux seniors dans les produits que je vais créer, soit je réduis les coûts. Alors un exemple de réduction des coûts, c'est dans les EHPAD. Voilà. Les EHPAD à l'heure actuelle, bon, ils sont construits pratiquement plus, et un des challenges, c'est comme les revenus des EHPAD n'est pas revalorisé très très fortement, c'est plus zéro, enfin, l'hébergement c'est très très peu. Donc l'idée, et puis que les pathologies augmentent, la complexité derrière augmente, donc les coûts augmentent. L'idée, c'est de réduire les coûts. Donc Maryse Duval, qui dirige le groupe SOS Senior, c'est un groupe économie sociale et solidaire, c'est 50 EHPAD, ou 55 EHPAD. Lors d'une réunion d'âge économique, le think tank qu'on a, je lui avais demandé, écoute Maryse, est-ce que tu peux expliquer quelles sont les pistes de réduction des coûts dans les EHPAD? Et je trouve qu'elle a bien répondu dans le sens qu'elle a dit, voilà, il y a le trop de médicaments, il y a inutile, il y a le gâchis alimentaire, qui est un gâchis alimentaire assez important, des fois c'est énorme, et après il y a l'absentéisme des salariés. Donc je vais vous creuser sur l'absentéisme des salariés. L'absentéisme des salariés, c'est un boulot très difficile, relever les personnes âgées, c'est très stressant, etc. Et puis en plus, le sujet peut être très stressant psychologiquement.
Et donc, il y a des produits qui vont se développer, et Marie disait, voilà, par exemple, l'exosquelette peut être un système pour équiper pour les personnes dans les EHPAD, de façon à pouvoir relever une personne âgée facilement. Mais actuellement, il y a des EHPAD en France qui testent des robots. Moi, j'appelle ça un motoculteur. Ils ont horreur que j'appelle ça comme ça. Moi, comme ça, motoculteur, en fait, c'est un robot avec 2 bras. Et quand une personne âgée veut aller aux toilettes le matin, enfin la nuit par exemple, elle appuie sur un bouton, le robot vient dans la chambre, et avec les bras du motoculteur devant, la personne âgée peut s'appuyer sur les bras, et le robot va l'amener aux toilettes. Et donc l'idée, c'est de réduire l'absentéisme, en fait, c'est soulager le personnel. Mais il y a un exemple, celui-là qui est un peu plus, entre guillemets, sexy, qui est celui-ci, c'est un capteur qui se met sous le matelas, ou sous les draps du dessous, et qui mesure le sommeil d'une personne. À la base, ce système-là a été développé pour les sportifs, pour une meilleure récupération, quand est-ce qu'ils se couchent, etc. Et ce système-là est testé dans des EHPAD du groupe SOS, mais dans d'autres aussi, pour permettre une chose, c'est qu'il détecte plein de choses, en fait. Je vous laisse imaginer ce qu'il détecte, mais il peut détecter qui est couché, qui n'est pas couché dans les chambres en question. Donc on peut imaginer que le surveillant de la maison de retraite, qui est peut-être seul la nuit ou 2, etc., puisse voir sur un écran, le smartphone par exemple, les chambres en fait, où la personne âgée n'est pas encore couchée, où elle s'est levée, où elle ne s'est pas recouchée, de façon que la personne qui surveille aille directement se focaliser sur les chambres où il y a besoin où il y a un souci potentiel. Plutôt que de faire le tour plusieurs fois, et passer du temps pour des fois quelque chose qui sont pas utiles. Donc ça c'est le genre de produits qui ont un avenir s'ils arrivent, donc c'est l'objet du pilote qui est en maison de retraite, s'ils arrivent à prouver la réduction de coûts en fait concrètement sur les PAD. Sinon pour moi il y a très peu d'avenir. Autre exemple, je suis désolé, je ne parle pas du département d'ici, mais ni même du mien, la Savoie. Le Loiret en fait, le Loiret a fait un système qui s'appelle la Leasebox. En fait c'est un système de badge. Quand les prestataire de service à la personne arrive, il badge à l'accueil et il badge en sortie. Et donc, le Loiret explique que ça a réduit de 10% la facture des services à la personne, qui avait tendance à facturer un peu légèrement too much. Donc, ça a réduit les coûts pour le département. Et le bénéfice, en fait, pour les services à la personne, c'est que tout est automatisé et ils sont payés plus rapidement. Donc, il y a le gain des paiements des services à la personne couplé à la réduction des coûts dans les départements. Donc, oui, donc on peut imaginer plein de solutions qui peuvent réduire les coûts des EHPAD. Par exemple, la réduction des coûts des EHPAD, c'est celui qui étiquette les linges, en fait. Ici, vous avez Bulle de linge, en fait, une boîte qui s'appelle Bulle de linge, qui lave le linge des EHPAD. En fait, ils mettent pas des puces, en fait, ils étiquettent, enfin, avec des codes barres, en fait, les linges, le linge des résidents, de façon à ce que un slip, un pantalon, etc., tout ça soit identifié. Tout ça, c'est lavé chez Bulle de linge dans une usine et c'est ramené. Et comme ça, il n'y a pas de déperdition. Les résidents des EHPAD ne sont pas en train de dire, voilà, il a acquis ce pantalon, etc. Donc, c'est beaucoup plus... ça peut réduire les tâches du personnel. Et pour finir, 5 facteurs de cohérence pour investir, plus que 5 minutes, après je suis dans les temps. Plus on fait une innovation sur un besoin qui est jugé fort par la personne âgée, mais c'est valable pour toutes les générations, mieux c'est. Si on fait une tablette tactile pour les seniors, en disant voilà, elle est simple utilisation, ok, ça c'est bien, mais c'est pas le facteur déclenchant qui va faire acheter une tablette tactile. Ce qui fait le facteur déclenchant, c'est le petit-fils qui dit mémé, je t'ai envoyé un message. Où ça, là? Voilà, donc c'est pour rester en contact. Donc la tablette tactile, c'est de se dire, voilà, c'est basé la tablette tactile sur le besoin d'être aimé et aimé, rester en contact avec la famille, qui est beaucoup plus fort qu'un usage simple d'utilisation. Donc voilà, donc je pense que vous pourrez avoir la présentation, donc voilà, basé sur les besoins forts du bas. Ensuite, j'entends sans arrêt à l'heure actuelle qu'il y a peu de fractures numériques sur les seniors. Ah bah, je veux bien, d'accord, bon bref. Ma grand-mère qui a, je sais pas quel âge, hein, elle a plus de 90 ans, elle n'utilise pas la tablette tactile tous les jours. Ce que je veux dire, voilà. Enfin, bref, c'est un peu comme ceux qui vous disent je vends des tablettes tactiles seniors aux EHPAD. Bah, ils n'ont jamais visité un EHPAD, hein, c'est pas possible, ça c'est pas possible. Donc certains nous sont en train de nous faire des vêtements d'adolescents ou d'enfants ou d'adultes et nous les vendent à des enfants.
La fracture numérique, elle existe, elle est vers 76-77 ans. Et bien sûr, elle va se décaler avec l'âge, plus progressivement. Donc, quand on fait des produits pour les seniors, on parle, je trouve que c'est mieux de se baser sur les usages qui sont déjà acquis par la génération en question. Et quand on dit à une grand-mère, écoutez, vous allez avoir une tablette tactile qui va gérer des capteurs, qui vont apprendre le tout de vos mouvements, et puis comme ça, s'il y a un problème de sécurité, tout ça, ça va être géré. Ben, bonjour le commercial, il va falloir argumenter, expliquer, oui, on va jamais y arriver. Même nous, on a mis plusieurs mois à utiliser un ordinateur. Alors pourquoi voulez-vous, pourquoi est-ce qu'on veut qu'une grand-mère mette 15 jours seulement pour utiliser un ordinateur? Donc, il y a beaucoup de produits qui sont développés sur le maintien à domicile, qui sont basés sur des usages de baby-boomers, et les baby-boomers n'ont pas encore besoin de ces produits en question. Donc, je dis juste faites attention. Est-ce que le produit que vous proposez, le service, est basé sur des besoins, Après, je pense que je marque derrière, le plus important, dès le début, quand je vois un projet arriver, je dis toujours, avant qu'on me détaille avant que la personne me fatigue avec son côté technologique très très détaillé, je lui dis voilà, c'est très simple, c'est qui paye le produit, combien et où est-ce que c'est acheté. Alors là, généralement, il commence déjà à y avoir un peu de... ça commence à branler. Et parce qu'en fait, dès le début, il faut savoir comment est-ce qu'on va vendre un produit. Il y a un problème d'accès au marché pour cibler les personnes âgées. Si on fait un produit, qu'on essaie de le vendre dans les intermarchés ou les Carrefour City du coin, ici à Rouen, bah, le directeur d'achat va dire bah non, moi je ne vends pas de produits pour les seniors, puis on n'en vendra pas assez, je ne le veux pas. Donc vous allez voir les pharmacies, puis les pharmacies vous dire ah, votre produit n'est pas auto-vendable, je ne vais pas le vendre directement, je n'arriverai pas à le vendre. Voyez, voilà, donc dès le début, il faut se poser la question comment il va être distribué. Tout de suite. Pour moi, j'ai l'idée, voilà, tout de suite, c'est qui paye, combien, est-ce qu'ils sont prêts à payer ou combien, voilà, qui paye, qu'est-ce qu'ils sont prêts. Et parce que certains sont en train de développer des services pour les aidants, et puis l'aidante, elle dit non, mais c'est maman qui paye. Et bah oui, mais maman, est-ce qu'elle veut payer, vous voyez? Donc il faut vraiment tenir compte de ça. Et après, pour finir, je dis sur des écosystèmes qui existent. Il y a des services et des produits qui sont en train de se développer, mais il faut tellement d'acteurs différents qui ont des intérêts différents, il faut tous les regrouper, qui travaillent ensemble. En Isère, par exemple, le département de l'Isère, ils font un système de maintien à domicile technologique où il y a tellement d'acteurs autour qu'il faut 2 ans de pilote, et puis il faut une grosse boîte comme Altran et Orange pour financer le pilote, enfin pour le pilote. Non, nous on regarde, quand on voit un projet, comment on fait? On regarde quels sont les différents acteurs qui sont autour du projet, concurrents, mais aussi ceux qui vont distribuer, ceux qui peuvent m'apporter des produits en plus, les partenaires, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, pour chacun des acteurs, on va réfléchir sur quel est l'intérêt de chaque acteur de développer mon produit ou de travailler avec mon produit en question. Et là, au bout d'un moment, ça commence à changer. Surtout en France, on a un pays assez individualiste, donc il y a intérêt à s'adapter uniquement aux acteurs qui ont les mêmes intérêts et les mêmes intérêts maintenant. Le mieux, c'est de travailler sur des écosystèmes qui existent. Parce que si on attend qu'un système soit financé par un machin, par quelqu'un, puis par quelqu'un d'autre, puis par quelqu'un d'autre, ou alors qu'il faut qu'une grande entreprise le développe ou le diffuse, vous voyez, vous, le start-up, ou création d'entreprise, le timing entre une start-up qui développe un capteur et le grand, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes vitesses de réflexion. Donc il y a intérêt à travailler sur des écosystèmes, sur des circuits de distribution qui existent, voilà. Et je finis avec la pub, il y a 2 guides que vous pouvez voir sur internet. Voilà, c'est 2 guides qui vous expliquent un petit peu les seniors en long et en large, voilà. Je pense qu'il y aura des questions, je ne sais pas si on a encore le temps, mais je ne sais pas. Merci beaucoup Frédéric Serre. Bon, je crois qu'on peut vous applaudir quand même. C'est un exposé très complet. On va prendre 10 minutes hein, qui vous brûle les lèvres, en sachant qu'on aura une demi-heure après les retours d'expérience avec les intervenants qui vont venir vous rejoindre à la tribune tout à l'heure. On aura encore un moment d'échange. Mais là, si vous avez quelques questions à poser à Frédéric Serrière sur tout ce qu'il vient de vous expliquer, c'est le moment où jamais, la cohérence notamment, et puis toute l'expérience de son entreprise, n'hésitez pas, on a un micro qui peut se balader, voilà. C'est Elodie Talbot de la CCI Seine-Mer Normandie qui est une spécialiste du micro, elle peut vous l'apporter. Donc sur tout ce que vous a dit, Monsieur Serrière, mesdames et messieurs.
Vous avez été trop complet. Tant pis, je vais vous en poser une. Plus les questions sont compliquées et piégeuses, plus j'aime. Alors allez-y. Hein. Ah bah moi j'en ai une alors. Hésiter, hein. Vous voulez bien? Je vous en pose une? Ouais. Alors, vous avez parlé des boomers. Moi j'en fais partie. C'est les gens, ils sont nés dans les années 60. Allez, 50, 60, 70. C'était les 30 glorieuses, n'est-ce pas? Donc ils ont eu une carrière à peu près complète. Ils ont eu de l'argent, ils ont eu de l'augmentation de revenus. L'inflation leur a permis de payer assez facilement leur maison. C'est plus tout à fait la même chanson depuis 10 ou 20 ans. Hein, il y a de la précarité, il y a du chômage, etc. Donc est-ce que cet âge d'or, cette silver economy, va pouvoir continuer? Est-ce que ce n'est pas une bulle qui va nous exploser au nez dans 10-20 ans? Ou est-ce qu'il faut quand même y croire et continuer à investir? Là, je suis en train de casser toute la conférence, mais vous avez demandé une question piégeuse, je vous la pose. Donc oui ou non, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est... Voilà. Étant donné la période de crise qu'on vit depuis un certain nombre d'années qui est assez dure. Tête, mais comment le dire? Ah, voilà. Nous sommes filmés aujourd'hui, vous voyez. La réforme des retraites fait baisser les pensions. Quand nous on calcule une projection à 2020, on fait baisser le pouvoir d'achat de 8 à 10% des retraités. Et puis ça va continuer. Alors, juste pour situer, quelqu'un qui est cadre, il va toucher environ 50% de son dernier salaire à la retraite. C'est ça que ça veut dire, puis ça va s'accélérer. Donc en fait, le marché des seniors tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, en boom et en consommation de fou, va durer encore une quinzaine d'années, à mon avis. Et après, la notion de réduction de coûts sera primordiale. Quand j'entends des systèmes de téléassistance qui coûtent 250, 300 euros par mois pour garder les personnes âgées à domicile, moi je dis, qui paye, hein? Qui paye? Donc, pour répondre à la question, le marché, en fait, effectivement, au bout d'un moment, ils vont faire des arbitrages. Avec une pension de retraite de 1 300 euros, on ne va pas s'acheter le monte-escalier, la grande salle de bain, enfin, on va pas donc il va y avoir des choix. Par contre, il y a le terme bulle. Je trouve que, alors je vais me faire des ennemis, le bulle, je trouve qu'on est en... Tant mieux pour nous consultants, hein, je vais être un peu cynique, on est en 2000 d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des projets de tous les côtés, tant mieux pour nous qui font des études de marché, hein. Mais au final, il ne restera pas tout le monde, au final. Et je trouve qu'il y a une proportion à exagérer. Donc c'est un beau marché, il va y avoir des success stories énormes, il va y avoir des relais de croissance énormes, ça c'est important. Mais de dire qu'on va équiper toutes les grand-mères de piluliers connectés, non, la réponse est non. Bon, vous avez répondu, vous avez parlé de 15 ans, donc ça laisse quand même de belles perspectives. Puis après, il faudra faire attention au coût. J'ai posé la première question, mesdames et messieurs, à vous de poser la deuxième, la troisième ou la quatrième, puis ensuite on écoutera les témoignages des différents intervenants de notre table ronde. Bon. Ah, voilà, merci monsieur, ouf. Ça marche, je vous en prie monsieur. Alors vous parliez tout à l'heure des boomers. Alors si j'ai bien compris, c'est pas tant une question d'âge qu'une question de génération. Par contre, il y a une question que je me posais, c'est que ces boomers, ils vont vieillir, ils vont arriver à des âges le plus loin possible, on peut l'espérer. Mais ces besoins avec l'âge vont certainement changer. Et également, est-ce que les générations qui vont arriver après les boomers, hein, qui vont avoir 60-70 ans d'ici 10, 15, 20 ans, auront encore des besoins différents? Donc est-ce que ça, on peut l'anticiper? Voilà, exactement. En fait, effectivement, donc il peut y avoir... pourquoi est-ce que je dis 15 ans? Parce qu'on peut très bien s'imaginer que d'ici pas mal d'années, il n'y ait plus besoin ou moins de produits spécifiques sur les seniors. On peut imaginer que la silver economy va se réduire au fur et à mesure que la technologie sera répandue dans toutes les générations, par exemple, on peut estimer qu'il y aurait moins besoin de produits spécifiques. C'est un peu ça la question. Mais je pense qu'en fait, ça va quand même... La fracture numérique est à 76 ans. Donc, si vous faites des produits pour les plus âgés, vous voyez, vous avez encore 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans de produits spécifiques. Donc, il y a intérêt à le développer rapidement, voilà. Les baby boomers, en fait, tant qu'il n'y a pas de produits qui sont basés sur la Game Boy ou la Nintendo, et ce genre de choses, en fait, effectivement, ils vont
ils vont consommer comme tout le monde et ils vont juste s'adapter un petit peu. Donc il y aura peu besoin de produits un peu spécifiques. Maintenant, il y a l'autre version, il y a l'autre théorie qui dit voilà, non, de toute façon, la technologie va tellement s'accélérer que des produits comme on a fait une conférence avec Samsung il n'y a pas longtemps, la réalité virtuelle va arriver, enfin bref, la technologie va totalement se renverser, que les baby boomers, en fait, ils seront dans les choux totalement par rapport à ces technologies-là, comme les seniors peuvent avoir des difficultés avec Internet. Et donc il peut y avoir les deux visions qui s'affrontent. Ça répond à votre question, monsieur? Après, un truc que j'ai pas dit, dans certains secteurs d'activité, l'âge, la génération n'est pas importante, l'âge n'est pas important. Ce qui est important, c'est la CSP. Je prends par exemple quand Club Med cible une population qui sont majoritairement seniors. C'est pas parce qu'ils sont seniors, c'est parce qu'ils sont aisés qu'ils vont au Club Med. Voilà. Donc des fois, c'est pas que l'âge. Il faut quand même relativiser. Une autre question avant qu'on passe à notre table ronde? Monsieur, je vous en prie, on vous apporte le micro. Merci. Oui, bonjour monsieur. Ne pensez-vous pas que la silver economy risque d'être bousculée par les générations d'aujourd'hui, les jeunes qui ont environ 20 ans aujourd'hui? On leur promet tous d'être assurément des centenaires, voire plus. Et ne pensez-vous pas justement que l'inquiétude et l'avenir en matière de silver economy, est-ce que c'est pas justement une grande proportion de plus en plus importante qui va vivre largement au-delà de 100 ans? C'est ce qu'on parle quand même aujourd'hui énormément. Alors en fait, j'avais assisté à une conférence à Saint-Gallen. À Saint-Gallen, chaque année, il y a une conférence internationale sur les chercheurs, sur la World Demographic Association. Et il y avait un chercheur d'Harvard et un chercheur de Columbia, je ne sais plus de grande université, sur l'espérance de vie. Est-ce que ça l'a augmenté ou pas augmenté? C'était ça le sujet. Tous les deux très très bien, très très forts, etc. dans le sujet. Alors, je ne sais plus lesquels. L'un des deux qui disait l'espérance de vie va augmenter et l'autre disait l'espérance de vie va baisser. Et il y avait les deux visions. En France, à l'heure actuelle, l'espérance de vie a tendance à stagner et l'espérance de vie en bonne santé se réduit depuis la première année. Pourquoi? Parce qu'en fait, à mon sens, on commence à voir arriver les premières générations baby boomers qui ont eu une génération qui a connu le plus longtemps le côté stress de la vie moderne. Et le côté stress, un des facteurs, hein, joue une influence sur la santé. Puis après, il y a la bouffe industrielle, enfin tout ce qui est censé. Donc, c'est pas évident que l'espérance de vie progresse fortement. Voilà, donc, vous voyez, en fait, ce qu'on recule à l'heure actuelle, c'est l'espérance de vie en mauvaise santé, ce qu'on recule à l'heure actuelle. Hein. Et c'est pas l'espérance de vie en bonne santé qu'on recule actuellement. Donc, conseil, hein, parce que moi je sais que ça par cœur, sport, méditation, bien manger, pas de chef con, parce que c'est le chef con qui fait vieillir le plus rapidement, il nous stresse toute la journée. Donc voilà, donc c'est les 4 premiers critères les plus importants. Voilà. Bon, merci pour les recettes. Pour la dernière, notamment, c'est peut-être plus compliqué d'éliminer le dernier facteur. On choisit pas forcément. Choisit pas forcément. Est-ce qu'on peut passer à la table ronde, mesdames et messieurs? Je vais donc, on va mettre fin à votre solitude, monsieur Serrière, et puis je vais demander à des personnes de vous rejoindre et de me rejoindre à cette tribune.